Dans cette vidéo, nous vous invitons à réfléchir aux éléments qui peuvent contribuer à développer une posture soutenante à l'égard des personnes que vous rencontrez dans votre métier et qui se trouveraient confrontées à des difficultés psychiques, tout en tenant compte de votre cadre de travail et de votre fonction en tant que professionnel de première ligne non spécialisé en santé mentale. Dans cette optique, nous vous proposons ici quelques balises qui ont trait à la fois au discours, au comportement et aux attitudes à adopter avec votre public, en vue d'une part de faciliter l'amorce d'un dialogue sur la santé mentale de manière générale, mais aussi d'accueillir et d'écouter des difficultés ou souffrances potentielles. Et qui dit balise dit notamment limite. En effet, il ne s'agirait pas ici de confondre les métiers et encore moins de vous transformer en psy. Tout l'enjeu est donc de vous permettre de tenir une posture qui soit à la fois soutenante pour votre public, tout en étant tenable pour vous. Cette vidéo est structurée en 4 grandes parties, allant de l'amorce d'une conversation sur la santé mentale et le bien-être, à l'orientation vers un service d'aide plus spécialisé quand c'est nécessaire. Amorcer une conversation sur la santé mentale et le bien-être, dialoguer avec la personne, remercier la personne et, si nécessaire, orienter vers des services d'aide plus spécialisés. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous partageons tout d'abord quelques considérations plus générales qui nous paraissent importantes. Comme toujours lorsqu'il s'agit de relations humaines, nous vous rappelons quelques précautions à garder à l'esprit lorsqu'on souhaite se mettre au travail sur sa posture. Ces précautions constituent en quelque sorte un état d'esprit préalable à toute rencontre. Chaque personne est différente. Par corollaire, chaque situation l'est aussi. Par conséquent, il n'y a pas de solution clé sur porte ou de formule qui fonctionne à tous les coups. Il s'agit de rester ouvert et créatif dans les réponses à inventer et à réinventer avec chaque personne singulièrement, en fonction de la connaissance que vous avez d'elle, de votre degré de proximité et de votre cadre de travail. Chaque rencontre est également source d'apprentissage. En identifiant d'une part les éléments qui ont pu faire levier pour ouvrir un dialogue sur la santé mentale, et d'autre part ceux qui ont pu être en frein, il s'agit au fil de nos rencontres de tirer parti de nos expériences. La vie est faite d'imprévus. Dans les trajectoires de vie, tout ne s'aligne pas forcément comme on le voudrait et il faut pouvoir composer avec ce qui vient et ce qui est au moment où les choses se produisent. Cela est vrai pour la personne en face de vous, comme pour vous-même. Parfois, pour la personne, ce n'est juste pas le bon moment ou pas le bon endroit. Cela ne veut pas dire que ce que vous lui avez dit ou la démarche que vous lui avez proposée n'a servi à rien ou n'a eu aucun effet. En matière de santé mentale, le chemin est parfois long et souvent non linéaire. Les fruits des graines que l'on sème avec une personne mettent souvent du temps à germer, à tel point qu'on n'est plus forcément présent dans la situation au moment de la récolte. De votre côté, vous faites de votre mieux à l'instant T avec les moyens dont vous disposez. Soyez indulgent avec vous-même et à l'écoute de vos propres limites. Pour commencer, gardez en tête que la souffrance ou la difficulté, quelle qu'elle soit, n'attend que rarement le bon moment ou l'endroit idéal pour se dire. Vos environnements de travail ne sont d'ailleurs pas toujours, voire rarement conçus pour permettre des échanges posés avec les personnes qui en ressentent le besoin, ni même à l'abri des regards. Par exemple, les établissements scolaires ou les centres de formation pour adultes sont avant tout des lieux de vie collectif. Il s'agit donc peut-être avant tout d'apprendre à composer avec l'imprévu tout en s'y préparant en plus. Néanmoins, si vous en avez la possibilité, ne vous en privez pas. Choisissez un moment où vous sentez que la personne et vous-même êtes à minima disponible pour entamer une conversation et au calme. Dans votre institution, peut-être y a-t-il un local où vous pourrez rencontrer la personne plus posément? Dans vos échanges quotidiens avec votre public, si certaines personnes viennent spontanément vous trouver pour vous confier une difficulté ou vous partager leur état d'esprit, d'autres ne réalisent pas cette démarche d'elles-mêmes. Vous vous faites du souci pour elles et vous vous demandez peut-être comment faire pour amorcer un échange au sujet de son bien-être ou de sa santé mentale. Vous vous inquiétez pour votre élève ou votre stagiaire et vous souhaitez le lui dire pour prendre de ses nouvelles. Mais vous ne savez pas toujours quelle amorce choisir pour entamer la conversation. Pour ce faire, plusieurs pistes peuvent être envisagées, qu'il s'agit bien sûr de vous réapproprier selon vos préférences, ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise et les situations qui se présentent à vous. Abordez la qualité de vie en général et le quotidien. Est-ce que ça va les nuits en ce moment? Comment ça se passe à la maison actuellement? Vous vous sentez comment ces jours-ci? Concentrez-vous sur les changements observés et les ressentis de la personne. Avec délicatesse, renvoyez à la personne ce que vous percevez d'elle, vos observations au sens large. Depuis quelque temps, j'observe et j'entends que tu vis des choses difficiles. J'observe que vous êtes plus nerveux en ce moment. Y aurait-il quelque chose qui vous tracasse? Je vous sens plus fatigué ces temps-ci.
Le quotidien est-il plus chargé en ce moment? Autorisez-vous à partager vos émotions. Ce n'est pas parce qu'on occupe une fonction dans un cadre professionnel qu'on ne peut pas s'autoriser à manifester un souci pour l'autre authentique d'humain à humain. Je me fais du souci pour toi. Pour conclure sur ces considérations plus générales, nous insisterons sur l'idée qu'il ne faut pas vous focaliser excessivement sur ce qu'il faut dire comme il faut, au risque de laisser la technique prendre le pas sur votre présence à l'autre. La qualité de votre présence peut faire toute la différence et ne doit pas être considérée comme superflue. Il n'y a pas que les mots qui parlent. Votre corps, votre regard et votre présence peuvent aussi permettre à la personne de se sentir écoutée et accueillie et de s'ouvrir à vous par la parole. Que la personne vienne vous trouver spontanément ou que vous amorciez avec elle une conversation sur la santé mentale, montrez-lui en retour que vous êtes sensible et attentif à ce qu'elle vous partage. Cela passe notamment par le fait de vous montrer soucieux de bien comprendre ce qu'elle essaye de vous exprimer. Pour ce faire, il peut être utile de la paraphraser, c'est-à-dire de reformuler avec vos mots ce que la personne vient de vous dire. J'ai l'impression que ce que tu me dis là, c'est que ça fait plusieurs semaines que les relations sont difficiles avec tes amis. Attention à ne pas surinterpréter ce que vous dit la personne. Tenez-vous-en à ce qu'elle vous verbalise. En entamant un dialogue de la sorte, ce qui n'a l'air de rien est pourtant crucial. En paraphrasant ou, en d'autres termes, en reformulant, vous donnez la possibilité à la personne de vous rectifier si nécessaire et de se sentir entendue dans ce qu'elle vous dépose. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Cela demande de la concentration et une attention soutenue. Heureusement, nous ne faisons pas de l'écoute active toute la journée, sinon nous serions littéralement épuisés. Mais c'est une technique qui peut aider à dialoguer avec une personne dans le besoin et qui vaut parfois la peine d'être tout simplement testée. Lors de cette écoute active, gardez en tête que la personne peut avoir besoin de temps pour réfléchir ou trouver les bons mots, alors acceptez les pauses et les silences et laissez-lui suffisamment de temps pour vous répondre. Gardez aussi en tête que la personne ne sera pas forcément en mesure de saisir cette occasion de se confier cette fois-ci, mais il est important de faire passer le message qu'il est possible pour elle d'en parler une prochaine fois si ce n'est pas le bon moment. Montrer qu'on reste disponible permet de ne pas mettre la pression et ainsi de renforcer la confiance. Pour bon nombre d'entre nous, exprimer une souffrance, une difficulté ou une émotion, quelle qu'elle soit, est loin d'être évident. Remerciez la personne pour la confiance qu'elle vous a accordée en se confiant à vous, même en tout petit peu, même sur de petites choses qui paraissent anodines, est salutaire car cela permet de diminuer l'asymétrie entre celui qui se confie et celui qui reçoit cette confidence, et ainsi d'établir une relation fondée sur la reconnaissance mutuelle. Pour certaines situations, cette écoute active sera suffisante et les difficultés exprimées ne nécessiteront pas d'orienter vers des ressources plus spécialisées. En cela, on dit que l'écoute, en elle-même, peut déjà aider. Qu'entend-on par là? D'une part, une écoute ajustée à l'autre peut notamment permettre aux émotions d'être déposées, quelles que soient ces émotions d'ailleurs. La colère, la peur, le stress, l'angoisse, la tristesse. Le simple fait d'être entendu peut déjà apporter un certain apaisement, même minime, et diminuer l'intensité des émotions présentes. C'est en cela que l'écoute, et plus largement le lien social, lorsqu'ils sont de qualité, et pour cela pas besoin d'être un expert, sont en soi des outils qui peuvent faire ressource pour la personne. D'autre part, une écoute ajustée, qui plus est lorsque celle-ci permet la reformulation, permet de se faire une idée, ne fût-ce qu'à minima, des ressources éventuellement déjà présentes autour de la personne. Très concrètement, en dialoguant avec la personne, il s'agit de sonder l'existence d'un soutien dans son entourage. Il peut s'agir d'un frère, d'une sœur, d'un ami ou d'un collègue. Il peut aussi s'agir d'une ressource plus formelle, comme un service d'aide. Alors parfois, se remémorer avec la personne concernée les ressources, les services déjà en place, c'est déjà agir. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'aller plus loin avec la personne. C'est évidemment ce que l'on souhaite dans la plupart des situations. Une question à garder en tête lorsqu'on dialogue avec un jeune ou un adulte pourrait donc être la suivante. La personne a-t-elle des ressources autour d'elle qui pourraient faire sens? Ces ressources, informelles ou formelles, sont-elles déjà investies dans la situation? Cependant, dans d'autres situations, il sera parfois nécessaire d'envisager avec la personne la possibilité d'aller demander de l'aide et d'aller chercher d'autres ressources, formelles ou informelles. Il peut s'agir, par exemple, si cela fait sens pour la personne et que ce n'est pas contre-indiqué dans sa situation, de l'encourager à partager ce qu'elle vit avec ses parents,
un membre de sa famille ou un ami, mais aussi parfois de l'encourager à contacter un service d'aide plus formel, en santé mentale par exemple, ou bien encore en service d'aide sociale ou en service d'aide aux jeunes. Mais il faut le reconnaître. Aujourd'hui, malgré une place plus importante faite à la santé mentale dans les médias et les discours, orienter vers un service d'aide ne va pas toujours de soi. Et les raisons peuvent être variées, en raison du tabou qui subsiste sur les problèmes de santé mentale et la stigmatisation encore prégnante dans notre société, de l'expérience négative déjà éprouvée avec des services d'aide auparavant, ou encore en raison de l'origine culturelle, sociale ou familiale qui peut expliquer que la personne en difficulté ne perçoit pas comme légitime l'intervention d'un tiers professionnel sur des questions plus intimes et personnelles qui la concernent et dont relève sa santé mentale et son bien-être. Enfin, en tant qu'intervenant de première ligne, orienter vers des ressources plus spécialisées peut être difficile parce qu'on craint de briser un secret qui nous a été confié et de mettre à mal une relation de confiance privilégiée. On peut alors se sentir prisonnier de la confidence reçue. Pourtant, certaines situations nécessitent de sortir de cette confidence. Et il est possible de le faire tout en maintenant la relation de confiance. C'est important à retenir, car si vous ne vous laissez pas cette possibilité, vous risquez de vous épuiser en restant seul dans des situations qui nécessitent parfois l'activation d'un réseau d'aide autour de la personne. D'autant plus lorsqu'il s'agit de mineurs possiblement en danger psychique ou physique. Cependant, il y a à prendre soin de ce relais pour que ça ne donne pas aux personnes concernées le sentiment désagréable et aux effets délétères d'être une patate chaude que différents professionnels se renvoient. Alors, orienter, oui, mais pas n'importe comment. Nous vous proposons ici quelques balises pour prendre soin de ce relais vers un service d'aide. Dans vos échanges avec la personne, il est important que vous puissiez, d'une façon ou d'une autre, clarifier votre cadre de travail et votre fonction au sein de l'institution. Il s'agit par là de poser les limites qui sont les vôtres et qui incombent à votre fonction. En trouvant les bons mots adaptés à votre public et avec bienveillance, voici quelques pistes pour vous y aider. Faites savoir à la personne qu'elle compte. Vous souhaitez le meilleur pour elle et elle mérite qu'on prenne sa situation au sérieux. Faites savoir à la personne que même si son expérience est douloureuse et très personnelle, elle ne doit pas rester seule et qu'on est là pour l'aider. Faites savoir à la personne que vous avez aussi besoin de ne pas rester seul et de réfléchir avec d'autres professionnels. À plusieurs têtes, on peut envisager les pistes les plus adaptées et pertinentes possibles. Rappelez-lui que le cœur de votre métier n'est pas le soin psychologique ou thérapeutique et que c'est important que vous puissiez rester disponible pour les autres missions qui sont les vôtres. Et que c'est aussi pour ça que vous avez besoin d'aide de professionnels plus spécialisés pour vous aider à l'aider. Rappelez-lui qu'il existe des lieux et des professionnels dont l'écoute et l'accompagnement psychosocial sont le cœur de leur métier. Ces professionnels exercent dans un cadre soumis au secret professionnel, ce qui permet de se confier en toute sérénité et dans la confidentialité. Pour conclure, nous insisterons sur le fait que poser des limites à l'accueil et à l'écoute est bien légitime et ne fait pas de vous quelqu'un de moins soutenant. Au contraire, pour la personne concernée comme pour vous, savoir dans quel jeu on joue est contenant et rassurant. L'enjeu est de s'assurer que la personne puisse savoir ce qu'elle peut attendre de vous ou ne pas attendre. Lorsque vous orientez quelqu'un vers un service d'aide, évoquer un service dont vous connaissez à minima les missions et le mode de fonctionnement permet de rassurer la personne. Cela ne signifie pas que vous devez connaître toute l'offre de services d'aide, mais avoir une connaissance un peu éclairée des acteurs et services qui peuvent potentiellement être utiles pour votre public est intéressant pour prendre soin de ce relais. Par exemple, pour un jeune, il s'agira de savoir vers quel service d'aide local vous pourriez l'aiguiller. Si le centre PMS est une ressource bien connue de votre école, où les intervenants sont identifiables par les jeunes, intervenants tels que les psychologues, assistants sociaux ou infirmiers, n'hésitez pas à les évoquer comme tels auprès du jeune. Si ce n'est pas le cas, une AMO ou un planning familial de quartier peuvent être une ressource précieuse et une première porte d'entrée vers de l'aide. Pour un adulte, il s'agira de pouvoir identifier un service de santé mentale proche du centre de formation où vous exercez, une maison médicale ou encore, par exemple, d'avoir une connaissance à minima d'un répertoire qui reprend une liste de psychologues à qui la personne pourrait s'adresser. Si dans votre institution, des professionnels détiennent cette connaissance des services d'aide locaux, par exemple une assistante sociale ou une infirmière dans un centre PMS, n'hésitez pas bien sûr à les solliciter pour avoir une vue d'ensemble des services qui pourraient être utiles.
À chaque étape du dialogue, assurez-vous que la personne est bien d'accord avec ce qui est discuté. Et n'hésitez pas à lui poser la question régulièrement pour vous en assurer. C'est l'occasion de vérifier avec elle si elle a une bonne compréhension de ce qui se dit et s'il ne faut pas rééclaircir certaines choses. Vous le faites certainement naturellement, mais en ce qui concerne la santé mentale, il est tout particulièrement important d'adapter son langage au niveau de son interlocuteur et à son âge. Utilisez des mots qui lui parleront. La seule exception au principe du rien sans l'accord de la personne, ce sont les situations de péril grave et imminent, c'est-à-dire des situations qui menacent l'intégrité physique et ou psychique de la personne. Dans ce cas, il est de votre devoir de relayer la situation au service compétent. En fonction de votre cadre de travail et de l'âge de votre public, qu'il s'agisse de mineurs ou d'adultes peut changer la donne, il peut donc être utile et rassurant pour tout le monde de connaître ces services compétents à activer en cas de péril grave et imminent. Cette connaissance peut bien sûr être formalisée avec l'aide des intervenants psychosociaux de votre institution s'ils existent. Il peut s'agir par exemple du centre PMS pour les écoles ou pour les centres d'insertion socio-professionnelle du service social. Accompagner la personne dans les premières démarches. En effet, si vous en avez l'occasion et la possibilité, et que cela ne vous met pas dans l'inconfort, vous pouvez par exemple proposer à la personne de passer ensemble le premier coup de téléphone, ou encore l'aider à rédiger une demande de rendez-vous par mail, voire l'accompagner au premier rendez-vous si cela s'y prête. Comme toujours, en fonction de votre public et de votre cadre de travail, évaluez cette possibilité. Maintenez une attention, aussi petite ou discrète soit-elle, une fois le relais effectué. Cela peut se faire en prenant des nouvelles oralement ou par écrit. Mais en fonction de votre cadre de travail et de votre public, il peut aussi s'agir d'une attention non verbale, plus discrète pour les plus jeunes. Il peut s'agir par exemple d'un petit clin d'œil ou d'un pouce levé au-dessus de l'épaule, ou encore d'un hochement de tête au détour d'un couloir, d'une classe ou d'une cour d'école, pour prendre la température en toute discrétion. Cette attention bienveillante est précieuse pour continuer à nourrir le lien tout en respectant ses limites professionnelles. Ces balises constituent des opportunités à vous approprier et à investir de façon plus ou moins importante selon ce que votre cadre de travail et votre fonction vous permettent, mais aussi en fonction de votre disponibilité du moment et de vos sensibilités personnelles qu'il est important d'apprendre à connaître. C'est à la fois la clarté de votre cadre de travail, clarté quant à vos missions et celles des autres, et la connaissance de vos limites personnelles qui vont vous aider à appréhender ces situations parfois déconcertantes, où l'on ne sait pas toujours quoi dire et quoi faire pour soutenir l'autre. Cela s'apprend avec le temps et l'expérience, alors faites-vous confiance pour identifier vos zones de confort et d'inconfort et apprenez à les respecter en mettant vos limites. Enfin, n'oubliez surtout pas de rester authentique. Si un jeune ou un adulte se confie à vous, c'est certainement avant tout pour vos qualités humaines. Alors que l'humour soit votre super pouvoir, ou encore la franchise ou la poésie, surtout, restez vous-même. L'important est davantage de soigner sa posture globale que de dire tout ce qu'il faut, comme il faut, au mot près. Dans un contexte où le lien social tend à se précariser et à se déliter, les intervenants de première ligne non spécialisés qui tiennent une posture d'accueil et d'écoute non spécialisée contribuent certainement, à leur échelle et sans être des spécialistes. C'est en cela que c'est essentiel et pertinent à prendre soin de la communauté humaine au sens large. Néanmoins, et c'est ce que nous avons souhaité vous partager dans cette vidéo, tenir cette posture d'accueil et d'écoute ne doit pas nous priver, dans un même temps, d'élaborer collectivement au sein de nos organisations des balises, pour que personne ne se sente seul à bord, la personne concernée, tout comme le professionnel qui est à ses côtés. Que l'on travaille auprès de jeunes ou d'adultes, ces balises sont donc à travailler au sein de chaque organisation, au sein de chaque institution, si l'on souhaite encourager et cultiver cette posture d'accueil et d'écoute non spécialisée. Si les questions relatives à la posture d'accueil et d'écoute vous intéressent, n'hésitez pas à consulter les documents et références situés en annexe de cette vidéo, qui sont autant de ressources complémentaires pour continuer à approfondir vos connaissances sur le sujet.